Bien, avec cette introduction extraordinaire, je crois que le professeur Peter Hutnik a un grand travail devant lui, nous expliquer exactement comment cette montée en puissance des données va aussi se traduire par une montée en puissance de notre compréhension des systèmes biologiques. Peter Hutnik est venu d'Amsterdam. Il est à l'université Erasmus. Il a eu son doctorat de l'université Erasmus, l'université de Rotterdam. Et le titre de sa thèse, c'était Gene Mapping of Complex Disorders. C'était à l'époque une des grandes limites de la recherche. On comprenait les maladies monogéniques. Comment essayer justement de comprendre les désordres plus complexes dont nous avons affaire. Donc, sans tarder, je vous dis tout de suite que son sujet va être de l'analyse d'un gène à celle de réseaux de gènes, l'aide des techniques de haut débit dans les maladies neurologiques et bien sûr dans le contexte de la génétique des maladies neurologiques. Peter. Merci beaucoup pour votre présentation de la part d'Elias et de Joël. C'est un grand honneur d'être ici. Je vais vous parler en anglais, comme beaucoup de Néerlandais. Je peux juste commander mes petits pains au chocolat au boulanger, mais c'est là où s'arrête mon français. Donc, je vais vous faire ma présentation en anglais. Je pense que la génétique de Mendel a déjà été présentée par Joël et la génétique, c'est une discipline très jeune. Et si vous regardez en arrière sur 25 ans, lorsqu'on a commencé, si vous regardez l'histoire des dernières années, lorsque on regarde la génétique de Mendel, ça a été un beau succès. Donc, on a utilisé les marqueurs génétiques pour étudier les familles, identifier les gènes et construire des modèles pour ensuite étudier la fonction des gènes et identifier les réseaux fonctionnels dans lesquels ces gènes opéraient et comprendre donc le gène mieux et l'utiliser dans la thérapie. Donc, les choses n'étaient pas vraiment en ordre jusqu'à il y a quelques années où il y a eu des développements technologiques. Mais disons que le séquençage des gènes a rendu possible de faire des études plus larges, pas sur les familles, mais sur des grandes cohortes de familles. Et depuis les 5 dernières années, c'est l'un des succès de la génétique. Nous avons fait des études d'association où un grand nombre de patients sont testés pour trouver les facteurs de risque qui contribuent au risque. Donc, au lieu d'avoir un gène dans une famille qui cause la maladie, ici, vous avez des dizaines ou des centaines de facteurs de risque génétiques et environnementaux. Donc, comme je l'ai dit, on a réussi et la société génétique est très heureuse. Tous les mois, nous avons 5 ou 6 documents qui sont publiés et donc génétique, c'est très satisfait. Mais si on regarde en dehors du champ, et là, on voit qu'il y a beaucoup de critiques. Donc, il faut essayer de comprendre et de trouver de meilleurs traitements et de meilleures thérapies pour les maladies. Donc, là, il y a un locus sur un gène où quelque chose se passe. On ne sait pas quel est le risque et comment il fonctionne. Donc, le grand problème qui est important dans la génétique, c'est comment passer de cette association, trouver le gène où il se passe quelque chose pour trouver la variation dans le génome qui effectue sa fonction biologique et c'est là où tout va de travers. Donc, à part cela, essayer de trouver
quel est le variant fonctionnel. L'autre chose que l'on fait, peut-être que nous sommes paresseux, peut-être qu'on est trop cool, mais on fait les choses de façon très simple. On regarde les variants et on regarde si on augmente les risques de contracter la maladie. Vous êtes des biologistes et vous savez que ce n'est pas vrai. Les gènes ne travaillent pas seuls, ils travaillent en réseau. Donc, il ne faut pas tester le phénotype. Il faut chercher des gènes qui interagissent les uns avec les autres et essayer de voir ce qu'on obtient. Donc, il faudrait trouver les interactions entre les gènes, etc. Et comme je l'ai dit, les généticiens sont peut-être paresseux ou peut-être trop cool. Le succès arrive trop rapidement. Et on se dit, si on fait cela, il faut tester toutes les associations, toutes les combinaisons possibles. Il y a tellement de tests qu'il faudrait faire que c'est pratiquement impossible. Mon argument, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le problème, il faut essayer de voir si on peut faire les choses différemment. Donc, l'une des choses sur lesquelles les gens travaillent dans mon laboratoire, en fait, on dit, il ne faut pas tester absolument tout, mais il faut essayer de voir, il ne faut pas faire de ségrégation des variants. Donc, en sélectionnant les SNP, il peut y avoir une interaction et on peut réduire le nombre de tests et faire ce genre de travail. Voici une des façons de faire cela. Il y en a d'autres qui travaillent là-dessus, mais je pense qu'il faut travailler sur les réseaux de gènes et sur les interactions des gènes. Allons maintenant à l'association que nous avons découverte. Donc, on a trouvé des associations et ils le font avec un ensemble de variants de la gène, un sous-ensemble. Et ces SNP sont choisis parce qu'ils prédisent les variants. Et là, on peut les utiliser pour les cartographies. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose, c'est très difficile de se rapprocher du variant fonctionnel. Mais il y a des façons de contourner le problème. On peut prendre des populations spécifiques, les comparer et regarder les chevauchements. Mais finalement, on est encore perdu dans une région où il y a peut-être des centaines ou des milliers de variants. Il faut trouver lesquels de ces variants effectuent les dégâts. Donc, quelle est la cause des variants génomiques? Donc, ce qu'on a fait pour ces génomes, c'est qu'on se dit ils ont peut-être une influence sur l'expression des gènes. C'est ce qu'on appelle IQTL, l'analyse IQTL. Donc, ils regardent les données sur l'expression des gènes, du génotype, et cela peut avoir un effet sur l'expression des gènes. Donc, ici, vous voyez ce que M. Sanchez a publié en 2009. Il a effectué une étude associative. Il a regardé les pics et l'expression des gènes avoisinants. Donc, c'est un peu technique tout cela, mais ce qu'on voit ici, c'est que ce sont les SNP qui sont associés. Donc, il se passe quelque chose ici. Là, vous voyez une représentation du génome. Et là, vous voyez les gènes qui sont situés ici. Et ce que vous voyez, c'est que tous les variants ici nous donnent des preuves d'association évidentes. Donc, on ne sait pas si la fonction de la variant est exprimée ici dans ce gène, celui-là, ou dans n'importe quel autre gène. Donc, cette analyse, au moins pour 2 gènes, nous voyons qu'il y a un effet. Donc, on peut travailler sur les 2 gènes. Est-ce que cela fonctionne sur les autres? Est-ce que ce sont des faux positifs ou est-ce qu'il se passe autre chose? Donc là, on peut peut-être voir qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quel est le SNP ou se produit, dans quel gène cela se produit. Donc, l'un des gros problèmes dans la génétique, ce n'est pas de découvrir plus de gènes ou plus de facteurs de risque, même si cela se produira, mais je pense que le plus grand problème, c'est de savoir comment prouver lequel des variants génomiques cause ou ne cause pas le risque. Donc, pour conclure, par rapport à ce que j'ai dit auparavant, les études associatives nous
montre le locus du gène. Il ne nous aide pas à identifier le variant. Nous ne pouvons pas regarder tous les gènes et ce qui est dans l'environnement des gènes. Et la plupart des signaux d'association qui n'indiquent pas de gènes qui codent le protéine, en fait, ils ne nous indiquent pas où se produit la cause. Les effets combinés de beaucoup de facteurs de risque sont responsables de la maladie. Les mutations, en fait, on peut les modéliser en modèle animal et on peut voir dans les animaux ce qui se passe. Donc, nous avons un problème pour démontrer la causalité de ce que nous faisons. Et la première raison pour ça, c'est que nous ne savons pas vraiment ce que fait le génome. C'est ce qu'on appelle une annotation fonctionnelle. Nous avons très peu d'annotations fonctionnelles pour le génome, surtout pour la partie non codée qui représente 98% du génome. Et nous avons un manque d'outils de validation biologique appropriés pour modéliser les petites combinaisons de facteurs de risque et les petits effets. Nous ne pouvons pas modéliser les interactions de gène à gène. Et ces deux points sont les défis principaux pour la génétique humaine dans les années à venir. Et là, ce sera redevenu translationnel. Donc, maintenant, une petite introduction avant de passer au reste de ma présentation. En ce qui concerne les maladies de Mendel, comment est-ce qu'on peut prouver que les mutations étaient ce qui provoquait la maladie? On a regardé les familles du patient, s'il y avait des mutations. Les personnes saines n'avaient pas de mutations. Donc, il y avait très peu de variations dans la population. Et ce qui est le plus important, c'est que nous pouvions construire un modèle avec une souris. Et donc, pour tout ce qui est multifactoriel, les maladies multifactorielles, cela ne fonctionne pas. Les facteurs de risque sont nécessaires et non suffisants. Donc, la co-ségrégation ne fonctionne pas. Les variants sont communs et ceci rend les choses plus compliquées. Et c'est différent par rapport aux maladies de Mendel. Et pour ce qui est fonctionnel, c'est encore plus complexe. Donc, la plausibilité biologique n'est pas très claire. Les risques sont très faibles et le facteur de risque est de 5 à 10%. Comment est-ce qu'on le verrait dans le modèle de la souris? Et très souvent, les variants que nous trouvons, en fait, différents effets peuvent être prédits. Donc, il n'y a pas un seul test ou de combinaison il faut faire une combinaison de tests. Donc, comment est-ce que nous sommes attaqués à cette situation? Dans les dernières années, nous avions un projet qui s'appelait ENCODE et les gens travaillaient sur la fonctionnalité du génome humain. Et nous avons vu qu'il fallait définir un gène parce que nous disions toujours que un gène, vous avez la région codante, etc. Mais en fait, la plupart des gènes que nous ne devons pas coder pour les protéines, juste pour le ARN, et même les gènes qui codent les protéines, cela représente 2% du génome. Et 80% de notre génome est transcrit dans le ARN. Et lorsqu'on regarde la protéine qui encode les gènes, là, on voit qu'il y a une transcription anti-sens. Et il y a différentes formes qui apparaissent de ces gènes. Et ce qui est important, c'est que tous ces éléments qui régulent la fonction du gène peuvent être éloignés jusqu'à 1 mégabit et ils peuvent bondir au-dessus des gènes pour réguler les gènes qui sont en aval. Donc, si on trouve une association ici, ça ne signifie pas que ce gène est celui qui est affecté et il se peut que ce soit ce gène soit affecté. Donc, parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, elles sont beaucoup plus complexes. Donc, ENCODE nous a appris pas mal de choses et a été effectué sur 1% des génomes et ils ont utilisé des lignées cellulaires bien établies. Ils essaient d'étendre ce projet, mais ils étudient des lignées cellulaires qui sont cultivées dans le laboratoire depuis longtemps. Ce ne sont pas les vraies cellules provenant du corps humain. Donc, il y a un autre projet qui est complémentaire à ENCODE qui s'appelle Phantom 5. Et là, nos laboratoires sont appliqués. Ce qu'ils veulent faire, ça ressemble à ENCODE. Ils veulent essayer de voir
ce que fait chaque base dans le génome humain. Là, on utilise les cellules primaires dans les tissus humains. Là, on se concentre sur les véritables cellules qui se trouvent dans le corps. Donc là, ce que je voudrais construire, c'est de créer des modèles pour voir comment les gènes sont régulés, comment ils sont utilisés. Et on le fait en utilisant des systèmes de différenciation. On utilise les cellules, les types de cellules primaires, etc. Et on utilise les tissus du cerveau humain dans ces expériences. Donc, nous sommes intéressés par les maladies neurodégénératives et nous utilisons les différentes régions du cerveau, les différents types de cellules, différentes étapes de la vie de l'homme. Et nous utilisons les variations génomiques, nous changeons les mécanismes du génome et nous allons comparer tout cela aux autres espèces pour voir s'il y a un changement dans la séquence des régions non condantes, si cela mène à un changement dans l'expression de du gène. Donc, nous voyons qu'il y a une annotation améliorée qui va produire des hypothèses qui peuvent être testées pour des associations identifiées. Et ainsi, nous pourrons influencer l'expression, le temps et la spécificité des tissus de certains gènes. Donc, les données pour tous ces 5 projets ont été acceptées il y a, la semaine dernière. Nous avons fait une analyse PC. Et là, c'est une étude pilote pour vous montrer ce que vous allez trouver. Ça signifie que si vous séquencez la région du cerveau, vous allez voir que 70% de la transcription démarche et remplissent les critères normaux qui sont annotés dans la base de données. 30% de ce que nous découvrons est différente. C'est au milieu de nulle part et c'est vraiment très éloigné d'un gène annoté. Mais il y a toujours une transcription. Donc, il y aura une forte augmentation dans la fonction des différentes régions génomiques une fois que les données seront disponibles. Donc, il y a beaucoup de promoteurs alternatifs et de transcription anti-sens. Et donc, tout ceci nous aidera à comprendre si nous trouvons une association, quelles sont les conséquences de cette association. Donc, voilà ce que nous utilisons. Ceci nous a aidé à générer des hypothèses que nous pouvons tester, mais il faut trouver les petits effets combinés de beaucoup de variants génomiques différents, dans beaucoup de gènes différents. Et si on pense à un modèle pour ce genre de maladie, il doit intégrer les effets de ces variants de gènes multiples. Et la grande question, c'est que nous avons nos modèles classiques, animaux, cellulaires. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que nos modèles peuvent être si bons qu'on peut voir les petits effets? Et est-ce qu'on peut améliorer notre technique de telle façon qu'on peut regarder les grands nombres de variations et pas seulement une variation à la fois? Donc, ceci a été effectué pour des organismes plus bas. En 2009, il y a eu un document de Yeast. Le groupe de Susan Link a parlé de chaque gène et génome et a regardé l'effet sur l'expression, sur le reste du génome. Et de cette façon, elle a pu créer des réseaux. Elle a regardé les phénotypes, l'expression des phénotypes. Elle a fait des knockdowns de gènes et ainsi, elle a pu connecter les points et créer des réseaux. Des choses semblables ont été faites avec d'autres organismes plus bas, comme la mouche à fruits, etc. Et on se demandait si on pouvait faire cela pour les mammifères. Est-ce que l'expression est assez bonne pour effectuer cela dans les cellules et donc se rapprocher à la recherche sur l'homme? Donc, l'un des problèmes avec la culture cellulaire, surtout la culture des cellules neurologiques, c'est qu'il y a beaucoup de variations. Donc, il faut essayer de contrôler ces variations dans les expériences. Et ensuite,
nous allons pouvoir augmenter la reproductibilité et augmenter la sensibilité. Lorsque nous l'avons fait, nous pensions que c'est la meilleure façon de se débarrasser des variations, c'est de permettre aux êtres humains de le faire. Et l'autre chose qui était nécessaire, c'était d'au lieu d'utiliser des phénotypes simples qu'on utilise, c'est-à-dire est-ce que ma cellule va mourir ou vivre, il faut passer par des phénotypes beaucoup plus complexes pour voir ces changements de 5 à 10% qu'on s'attend à voir dans ces risques. Donc, les expériences seraient les suivantes. Il faudrait faire une culture cellulaire. Ensuite, on pourrait manipuler les cellules avec une variété de choses. On pourrait faire des knockdowns d'autres gènes, utiliser des produits chimiques si on est intéressé par le dépistage pour le développement de médicaments. On peut également exprimer les gènes, etc. Donc ici, vous avez la bibliothèque de perturbation. Vous avez vos cellules. Vous les assemblez, vous les regardez sous un microscope pour un essai biologique pertinent et ensuite vous rentrez dans des analyses plus détaillées. Ou alors, si vous êtes intéressé par la thérapie, vous pouvez optimiser les résultats que vous avez obtenus pour qu'on puisse les développer et utiliser en thérapie. Donc, la façon dont nous avons démarré tout cela, c'est donc pour les maladies de Mendel. Donc, nous avons notre cible primaire et en sachant un peu plus sur la biologie de ce gène, on peut créer un essai qui reflète la fonction biologique du gène ou les dysfonctionnements du génome. Et ensuite, les autres gènes du réseau, on peut les faire des knockdowns. On peut voir quels effets ils ont sur le phénotype. On peut même inclure les toxines. On peut faire multiples perturbations. Et ici, si on trouve des hits, on peut confirmer avec les cellules primaires. On peut sauver le phénotype. Et on peut utiliser le système pour définir lequel de ces gènes peut mieux correspondre à notre objectif pour développer un médicament parce que votre nouveau gène n'est peut-être pas le bon pour trouver le nouveau composé. On peut utiliser cela pour le développement de nouveaux composés. Donc on a construit un robot. Ça, c'est pas très intéressant, le fait qu'on ait construit un nouveau robot parce qu'il y a beaucoup de ces robots. Et la différence avec les autres systèmes, c'est que l'imagerie de la cellule se fait par une résolution beaucoup plus élevée. Donc, nous avons un microscope et maintenant, nous le faisons avec d'autres nouveaux microscopes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que regarder des phénotypes simples, c'est-à-dire est-ce que mes cellules sont en train de mourir, est-ce qu'il y a des dendrites, là, il y a peut-être une indication de Parkinson, est-ce que ma protéine s'agrège, les stresseurs, est-ce que ma protéine se déplace si je fais quelque chose, et on peut également voir les résidus spécifiques de la protéine. Donc, pour vous donner un exemple, je vais vous donner ce que nous avons fait. C'est notre premier écran. Et nous avons effectué d'autres écrans également. Mais là, c'est une belle image qui a un début et une fin. C'est un gène que nous avons identifié il y a quelques années pour les formes primaires de Parkinson. C'est le DJ1. Et le DJ1 est un capteur de stress pour le cerveau. Ce n'est pas seulement pour la maladie de Parkinson, mais c'est important en général pour tous les neurones. Et ici, si vous prenez une cellule et vous libérez un stress, lorsqu'il passe dans le cytoplasme, ce stress s'oxyde et libère des transcriptions. Ces transcriptions sont traduites et ils encodent les protéines mitochondriales. Et ensuite, il passe aux mitochondries. Et ça, c'est la réponse du DJ1 au stress limité. Maintenant, si les choses empirent et je ne peux plus le copier, le DJ1 passe au noyau et là, il régule l'apoptose en fermant tous les gènes apoptosiques.
et il les aide à décider s'il faut se suicider ou pas. Donc, il y a eu beaucoup de littérature sur les protéines et leur interaction, et nous voulons savoir si notre système est le bon pour que nous puissions l'utiliser de façon systématique. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a énormément de littérature là-dessus, mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 42 gènes qui interagissent avec le DJ1 et nous avons effectué un knockdown et nous avons regardé l'effet qu'ils avaient sur le DJ1, sur le phénotype knockdown. Donc, nous avons comparé cela avec 12 types de cellules et nous avons effectué un knockdown de tous les autres gènes que nous savions allaient interagir. Donc, nous avons effectué des contrôles positifs, négatifs. Nous avons regardé les cellules. Et tout ceci a été effectué en une seule semaine grâce à la machine. Et maintenant, nous pouvons effectuer les essais sans effectuer le dépistage. Nous avons pu vérifier un certain nombre d'interactions qui ont été découvertes pour le DJ1, mais pas tous. Deuxièmement, certaines de ces interactions avaient un effet sur la viabilité des cellules et d'autres avaient un effet sur le facteur de croissance du neurone. Donc, différents gènes avaient des effets différents sur différents phénotypes. Je ne vais pas parler de tous ces résultats. Je vais juste vous donner un exemple. Et cet exemple vous montre plus ou moins comment on peut utiliser cette méthode pour essayer d'avoir des interactions plus thérapeutiques. Donc, l'un des risques que nous avons découvert, c'est le facteur d'initiation eucaryotique, c'est celui sur la protéine. Et ce qu'on a vu, c'est que si on fait un knockdown de ce gène, on voit un petit effet sur la viabilité de la cellule. Si on fait un knockdown dans les cellules où la DG1 est absente, nous voyons un effet. Donc, ces deux gènes interagissent l'un avec l'autre. Et là, si vous regardez où le gène est situé, il est situé dans la route. Et c'est une route génétique. Mais ce que l'on sait, c'est que on peut réguler l'activité de cette route. Et récemment, il y a eu une littérature disant que le rapamycine avait un effet dans la maladie de Parkinson. Donc, le risque, en fait, il n'y avait pas de preuve qu'il y avait une implication de ce médicament. Donc, nous pensions que nous pouvions sauver le phénotype et c'est ce que nous avons fait dans différentes concentrations. Et ce que nous voyons ici, c'est que si on augmente la concentration du ripamycine, on restaure la viabilité de la cellule. Donc, la ripamycine peut réguler ou peut compenser pour les effets de la perte du DG1 et du EBP. Ce qui est également très intéressant, c'est que le rapamycine est maintenant utilisé dans le cadre d'un consortium de recherche. Donc, par le dépistage, par le screening, on peut mieux comprendre le réseau que l'on étudie et ensuite l'utiliser pour identifier des cibles mieux appropriées pour des développements thérapeutiques. Donc, on a appris des choses de la biologie. On sait que si on regarde ce schéma 4BP et les localisé ici avant DG1, mais avant la translation. Il régule l'apoptose. Nous avons également identifié d'autres mécanismes qui nous permettent de bien comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Donc, comme je vous le disais, nous n'avons pas simplement travaillé sur DG1. Nous sommes intéressés à la maladie d'Alzheimer où nous savons que l'amylase joue un rôle clé. Donc, que nous avons suivi le processus et nous savons qu'il y a mutation dans les cas de démence, dont la maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons travaillé sur ces protéines pour bien contrôler le ratio de splicing alternatif.
Donc, ces marqueurs biologiques sont tout à fait clés pour le succès de ces expériences. J'en arrive à ma dernière diapositive. Donc, je vous ai bien démontré que nous pouvions modéliser les maladies mendéliennes et faire des screenings rapides d'interactions fonctionnelles et identifier de meilleures cibles. Il est également possible d'augmenter tout cela en perturbant non pas seulement un gène, mais 2, 3, 4. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire dans un système comme celui-ci. Et si l'on pense à des problèmes multifactoriels, quand on pense à des centaines de facteurs de risque différents, il nous faut travailler pour intégrer tout cela. Et d'un point de vue technique, c'est très très difficile à construire, mais je pense qu'il y a de bons espoirs, à savoir que lorsque nous utiliserons des cellules spécifiques des patients, plutôt que des cellules de laboratoire, nous pourrons les utiliser comme modèle. Je sais que beaucoup de personnes parlent de l'utilisation de ces cellules à des fins thérapeutiques, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Maintenant, ce que je voudrais, c'est voir si on peut utiliser ces cellules pour modéliser la maladie. Car cela permettrait d'avoir un modèle de cellules très fiable. Pour autant, les protocoles d'essai sont encore tout à fait inopérants, donc il y a beaucoup de travail à faire. Les cellules sèches peuvent être intéressantes également, mais toutes ne sont pas intéressantes pour construire nos modèles. Donc, en conclusion, je pense que la génétique nous a donné de nouvelles pistes de recherche. Je pense qu'il y a beaucoup plus dans les données que ce dont nous disposons. Nous avons simplement besoin de trouver de bons gènes et de bonnes directions. Et je pense que nous devons ensuite mener des études fonctionnelles que nous ne pouvons réaliser de la manière classique, gène par gène. Nous avons des centaines de gènes qu'il nous faut suivre, donc il nous faut trouver de meilleures méthodologies. J'espère vous avoir donné une bonne idée de ce que nous pourrions développer à l'avenir et j'espère que cela s'intégrera à la discussion quant à la manière dont nous devons progresser. Je voulais maintenant conclure en remerciant les membres de mon équipe qui, bien entendu, sont ceux qui font la majeure partie du travail. Merci pour votre attention.